Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 21e épisode du Rookscast. Et deuxième épisode aussi de notre série sur les types de contractions musculaires, puisque dans l'épisode 20, donc la semaine dernière, on a vu tout ce qui concernait un petit peu le travail isométrique, qui, on le rappelle, est un travail sans mouvement finalement, mais avec une forte tension musculaire possible. Aujourd'hui, on va parler du concentrique, qui est sans doute le type de contraction le plus intuitif et le plus visible généralement. Imaginez-vous tout simplement en train de lever une haltère pendant un curl biceps, votre bras se plie, l'haltère monte, le biceps se contracte donc et se raccourcit visiblement. C'est ça, en fait, c'est juste ça le travail concentrique. C'est une contraction où le muscle se raccourcit en produisant de la force. Et c'est le type de contraction qu'on utilise quand on monte les escaliers, quand on pousse une porte, quand on soulève les courses, quand on se lève une chaise, etc., etc. Le concentrique, il est intuitif parce que c'est le mouvement visible du muscle. C'est ce à quoi la plupart des gens pensent spontanément quand on parle de musculation. Soulever des charges, pousser, tirer, le muscle se contracte et gonfle entre guillemets. Mais aujourd'hui, on va prendre un peu plus de profondeur, un peu plus de recul aussi, pour savoir comment fonctionne cette contraction, pourquoi elle est fondamentale, et aussi, comme précédemment pour le travail isométrique, quels sont les avantages et quelles sont les limites, mais surtout comment l'utiliser de manière optimale, que ce soit dans le cadre d'une performance sportive, de la prise de muscle, ou encore une fois, dans le cadre de la rééducation. Mais avant tout, on va rappeler une chose, et c'était la conclusion de notre épisode précédent, c'est que nos trois types de contractions, donc à savoir l'isométrique pour l'épisode 1, le concentrique pour l'épisode d'aujourd'hui, et l'épisode prochain qui concernera l'excentrique, ils ne sont pas en opposition, mais ils sont complémentaires. Parce que chacun va vous apporter d'autres choses que l'autre ne pourra pas vous apporter, bien évidemment. Mais bon, trêve de bavardage, on va entrer dans le vif du sujet. On va revenir sur qu'est-ce que le travail concentrique. Tout d'abord, le mot concentrique vient du latin con, donc ensemble, et centrum, le centre. Donc littéralement, ça évoque l'idée de se rapprocher du centre, donc de se concentrer vers un point central. Au niveau du mécanisme de base, sur une contraction concentrique, votre muscle génère une force qui est supérieure à la résistance. Sinon, on ne pourrait pas soulever l'haltère. Donc résultat, le muscle l'emporte, il va se raccourcir et le mouvement se produit. Encore une fois, au niveau microscopique, les filaments d'actine et de myosine, donc ceux dont on a parlé dans l'épisode 1, donc qui sont les protéines contractiles au niveau des fibres musculaires, grosso modo, c'est comme si vous essayiez quand vous mélangez des cartes et qu'elles s'embriquent les unes avec les autres. Voilà, tout simplement, vous pouvez retenir cette métaphore. Et quand vous glissez les cartes les unes avec les autres, elles vont se rapprocher. Elles vont former un seul tas alors qu'auparavant on en avait deux. C'est juste ça. C'est quand les ponts d'actine et de myosine vont se former, ils vont se tirer, se détacher, se reformer un petit peu plus loin. Et petit à petit, ça va se rapprocher. Comme s'il y avait des millions de petits rameurs qui tirent sur les rames en synchronisation pour faire avancer le bateau. Mais il y a aussi une relation force-vitesse. Et quelque chose de fondamental à comprendre, c'est qu'en concentrique, plus on bouge vite, moins on peut générer de force. Et c'est cette fameuse courbe force-vitesse. Si vous tentez de soulever le plus lourd possible, le mouvement sera lent. Si vous bougez très rapidement, vous devrez utiliser une charge légère. Pourquoi ? Tout simplement parce que les ponts actine-myosine ont besoin de temps pour se former, tirer, se détacher, se reformer, tirer, se détacher. Bon bref, vous avez compris le concept. Et si le mouvement il est trop rapide, ils n'ont juste pas le temps de se former, donc moins de force peut être générée. Voilà, c'est tout simple. Et c'est différent de l'excentrique, qu'on va voir justement la semaine prochaine, où cette relation elle est inversée. Plus c'est rapide, plus vous allez pouvoir résister à une force importante. On va prendre quelques exemples concrets. Sur un développé couché, donc un bench, quand vous poussez la barre vers le haut depuis votre poitrine, vos pectoraux, vos triceps et les épaules se contractent en concentrique. Ils se raccourcissent et la barre monte. Sur un squat, quand vous remontez depuis la position basse, vos quadris, les fessiers, les ischios, ils se contractent en concentrique pour nous pousser vers le haut, pour résister à la charge de la barre. Sur une traction, à l'inverse, ce sera quand on va se hisser vers la barre. Là, ce seront les dorsaux, les biceps et quelques autres muscles du dos qui vont se contracter en concentrique. Ok ? Ça vous va pour les exemples ? Un petit dernier, le plus classique, se lever d'une chaise. C'est tout simplement un des mouvements les plus simples et qui est complètement concentrique au niveau des jambes. Mais le concentrique, dans un mouvement complet, ce qui est important à savoir, c'est que dans la plupart des exos traditionnels, le concentrique ne vient jamais seul. Il est généralement précédé d'une phase excentrique et il va inclure des mouvements isométriques. Donc c'est pour ça qu'on a parlé du tempo dans l'épisode précédent. Pour un curl biceps complet, on a la montée qui sera concentrique, où le biceps se raccourcit, on ramène l'haltère vers l'épaule. Ensuite, on fera une petite pause en haut, donc ça c'est l'isométrique, qui peut être optionnel. Et ensuite, la descente, qui sera l'excentrique, où le biceps va s'allonger sous le contrôle. Le concentrique, c'est la phase active, où on fait le travail, entre guillemets, contre la gravité, contre la résistance. Et c'est souvent la phase qui fatigue le plus rapidement et qui limite votre performance.
Voilà pour le petit aspect mécanique. Maintenant, on va parler avantages, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et le concentrique possède des avantages spécifiques qui expliquent pourquoi il forme la base de la plupart des programmes d'entraînement. Tout d'abord, le concentrique, c'est le seul type de contraction qui va permettre de développer la puissance et l'explosivité. Pourquoi ? Simplement parce que la formule de la puissance, c'est force fois vitesse. Et vous ne pouvez pas avoir de vitesse sur un mouvement isométrique. On peut avoir de la vitesse qu'en mouvement concentrique. Donc tous les mouvements explosifs, finalement, sont concentriques. Un saut, un lancer, un sprint, un coup de poing, tout ça, ce sont des mouvements concentriques. Si vous êtes un athlète, un boxeur, un basketteur, un sprinter, vous devez travailler en concentrique, rapide, pour développer votre explosivité. Mais le concentrique, il est excellent pour l'hypertrophie, pour la prise de volume musculaire. Et pourquoi ? Simplement parce qu'il va créer un stress métabolique relativement important. Quand vos muscles se contractent en concentrique, et surtout avec des charges modérées, de l'ordre de 60 à 80% du max, il y a des répétitions multiples. Et ils vont se gorger de sang, accumuler des métabolites, et ils vont subir un stress qui va stimuler la croissance. Et c'est ce qui crée la fameuse brûlure musculaire, cette sensation de congestion, ce pump après une série. Et cette congestion, elle n'est pas juste esthétique, elle signale juste qu'il y a derrière des adaptations hypertrophiques. Donc le concentrique, il va développer la force dans les patterns de mouvement réels que vous utilisez quotidiennement. Soulever, pousser, tirer, se lever, tout ça nécessite du concentrique, on l'a dit. En rééducation fonctionnelle, le concentrique, il est aussi essentiel pour réapprendre à réaliser les gestes du quotidien, se lever d'une chaise, monter les escaliers, soulever un objet du sol. C'est la même chose, c'est juste que la charge sera clairement différente. On ne va pas être sur un travail de force à proprement parler, comme ce serait le cas dans du powerlifting, mais on sera sur un travail de force dans le cadre d'une rééducation. Et le concentrique, il est généralement plus facile à apprendre aussi et à contrôler que l'excentrique. Parce que, encore une fois, il est intuitif. C'est quelque chose qui nous paraît simple parce que visuellement, dans le cerveau, si on pense à réaliser une contraction musculaire, on ne va pas du tout penser à l'isométrique et on va encore moins penser à un travail excentrique. Voilà. Et c'est très important pour les débutants, pour les personnes en phase d'apprentissage ou de réapprentissage moteur après une blessure. Le concentrique va permettre de construire une base technique solide et surtout un sentiment de sécurité. On va réduire l'appréhension et Dieu sait que c'est très important en phase de rééduc. De plus, le concentrique, avec celui-ci, la progression elle est claire et elle est mesurable. Soit vous arrivez à soulever, à pousser ou à tirer la charge, soit vous n'y arrivez pas, c'est binaire. Okay, avec de l'isométrique, c'est plus fin parce qu'il nous faudra un dynamomètre pour vérifier, pour contrôler la différence de force entre l'instant T et l'instant T1. Si on peut faire 8 répétitions à 50 kg la semaine dernière, cette semaine, on va pouvoir en faire 10 ou à 50 ou passer et faire 8 répétitions à 52 kg. La progression, elle est visible, elle est mesurable et elle est surtout très motivante parce qu'on voit le résultat. Et ça, on rééduque ou de même manière générale au niveau du sport, c'est extrêmement important et c'est extrêmement satisfaisant également. Le concentrique, par contre, encore autre avantage, on va dire, c'est qu'il va créer moins de dommages musculaires et donc moins de courbatures que l'excentrique. Et on verra pourquoi, bien évidemment, dans l'épisode numéro 3. On fait un petit teasing, mais bon, c'est important. Pour quelqu'un qui doit s'entraîner fréquemment ou qui récupère mal, par exemple, mettre l'accent sur le concentrique, ça peut permettre plus de volume d'entraînement. Parce que si cette personne travaille uniquement en excentrique, elle va devoir avoir besoin de plus de récup, de plus de jours de récup, parce que l'entraînement aura été trop important pour elle. Et c'est là où le concentrique sera intéressant. Et c'est sur le concentrique qu'on va mettre un focus au départ pour ensuite être plus large au niveau des types de recrutement musculaire. Au niveau du concentrique, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand il est rapide ou avec des charges lourdes, il va stimuler fortement le système nerveux. Et votre cerveau, il doit recruter rapidement et efficacement de nombreuses fibres musculaires. Donc c'est un type de travail musculaire qui est excellent pour améliorer la coordination intramusculaire, à savoir comment les fibres d'un même muscle, elles vont se coordonner. Et un travail de coordination intermusculaire, à savoir comment les différents muscles, eux, vont travailler ensemble. Et oui, parce que pour contracter un muscle, il y a un influx nerveux qui va passer du cerveau, aller dans le muscle et recruter les différentes fibres musculaires. Il faut savoir que ce n'est pas un nerf qui va venir recruter tout le muscle, mais une multitude de petits nerfs, entre guillemets, qui vont recruter un certain paquet de fibres musculaires. Donc, le travail concentrique va nous permettre d'améliorer ce recrutement et donc d'améliorer la force musculaire. Okay ? Chez les sportifs, il y a certains gestes qui sont majoritairement concentriques dans leur phase clé. Par exemple, le tir au basket, ou l'extension des jambes et des bras, le service au tennis, le démarrage en sprint, très très important, ou encore, par exemple, dans le vélo, le coup de pédale. Okay ? Et donc, pour améliorer ces gestes, il va falloir les entraîner et donc, encore une fois, faire du concentrique.
Voilà pour le côté sport. Pour le côté rééduque, une fois que la phase précoce est passée, où l'isométrique, on l'a dit, va dominer le travail, eh ben, c'est le concentrique qui va devenir central. Pourquoi ? Parce qu'il va nous permettre de retrouver cette capacité fonctionnelle, de réapprendre les patterns de mouvement, donc la manière de faire les mouvements, manière qui a souvent été mise de côté pour pouvoir compenser, pour pouvoir réaliser certaines choses. Et donc on va reconstruire une force qui est active pour préparer le retour au sport et aux différentes activités de la vie quotidienne. Et c'est généralement aussi plus sécuritaire que de commencer directement avec de l'excentrique lourd, parce que c'est quelque chose qui va créer plus de stress, notamment dans le cadre d'une rééducation. Voilà pour les avantages, et vous avez vu qu'ils sont nombreux, au même titre que le travail isométrique. Et encore une fois, on va passer maintenant sur tout ce qui est inconvénients et limitations. Parce que le concentrique n'est pas parfait, même s'il en a l'air, et on va comprendre les limites. Tout d'abord, votre muscle il peut générer environ 20 à 40% moins de force en concentrique qu'en excentrique. Ouais, c'est énorme, mais c'est juste un fait biomécanique. Si vous pouvez résister à 100 kg en descente lente, donc en excentrique, vous ne pourrez probablement soulever que 70 à 80 kg en concentrique. Enfin que, avec des guillemets. Ça signifie que si vous ne faites que du concentrique, vous ne stimulez jamais votre muscle à sa capacité maximale de production de force. Vous laissez grosso modo du potentiel sur la table. Et c'est dommage, non ? Vous pensez pas ? On a aussi moins de gains de force pure par répétition. Je m'explique. Pour développer la force max, l'excentrique est généralement supérieur gramme par gramme, répétition par répétition. Le concentrique est excellent, mais l'excentrique, c'est le roi de la force brute. Et vous l'avez compris juste au-dessus. Il est aussi plus fatigant notre concentrique. Le concentrique explosif ou très lourd, il est très exigeant pour le système nerveux central. On ne va pas pouvoir faire des volumes intenses sans fatigue. Okay, un sprinter ne peut pas faire 50 sprints maximaux à l'entraînement. Il va griller complètement. De la même manière qu'un powerlifter ne va pas pouvoir vous enchaîner une cinquantaine de reps proche de son max pendant son entraînement. Pas du tout. Autre inconvénient, encore une fois, du concentrique, ça va être la triche, la compensation. Parce que l'objectif en concentrique, ça va être de vaincre la résistance et de la faire bouger. Donc il y a une tentation naturelle de tricher, d'utiliser de l'élan, de bouger d'une autre manière, de recruter des muscles qui ne devraient pas travailler de manière prioritaire juste parce qu'on va chercher à lever la charge. Donc cette compensation, elle va pouvoir avoir comme effet de réduire l'efficacité finalement de l'exercice sur le muscle qu'on cible ou sur les muscles qu'on cible. Ce qui peut par la suite augmenter le risque de blessure, par exemple, parce qu'on va chercher à compenser d'une certaine manière alors qu'on n'a pas été préparé pour. Donc il faut une discipline technique stricte pour la pratique du concentrique. Et dans de nombreux exercices concentriques, il y a un angle articulaire où vous êtes le plus faible. C'est votre point de blocage. Et si vous ne passez pas ce point, le reste de l'amplitude n'est jamais travaillé à haute intensité. Par exemple, dans un squat, beaucoup de gens bloquent au moment de sortir du trou, entre guillemets, donc la partie la plus basse. Une fois ce point passé, la fin du mouvement, elle est relativement facile. Et le relativement, il est à mettre avec des guillemets, on est bien d'accord. Et ça peut créer des déséquilibres si on ne travaille pas spécifiquement ces points faibles. Autre chose, c'est qu'il est moins efficace, notre petit travail concentrique, pour certains objectifs en rééducation. Donc pour certaines pathologies, et notamment les tendinopathies, l'excentrique s'est révélé supérieur au concentrique seul. Le concentrique, comme quoi, ne suffit pas toujours. Mais alors, on en vient à la question, comment, quand utiliser ce travail concentrique ? Parce que finalement, il est quand même très polyvalent. Et on va voir ça. Tout d'abord, pour la force max. Au niveau des paramètres, charge lourde, 80-95% de la 1RM. Donc la 1RM, c'est la répétition maximale qu'on est capable de faire avec une charge maximale. Donc une répétition au maximum de la charge. On va le faire, ça, avec des répétitions faibles, 1 à 5 répétitions, mais des séries multiples, 4 à 6 séries, avec un repos qui sera relativement long, entre 3 et 5 minutes entre les séries. C'est typiquement ce qu'on retrouvera sur du travail de force, par exemple chez des powerlifters. Au niveau vitesse, celle-ci elle devrait être contrôlée, mais avec une intention de vitesse. On va essayer de bouger la charge rapidement au niveau de notre sensation, même si elle va bouger lentement d'un point de vue extérieur. Et ça, on va pouvoir le faire 2 à 4 fois par semaine par groupe musculaire. Au niveau des exercices, c'est simple, c'est du type powerlifting, donc force athlétique, squat, développé couché, soulevé de terre, développé militaire ou traction lestée. Le but, ça va être de se focaliser sur la technique parfaite. À ces intensités, une mauvaise technique, c'est quasi blessure garantie. Donc il faut que le pattern de mouvement soit bien intégré. On parle ici de programmation pour des athlètes, pour des personnes qui sont entraînées, qui ne sont plus en train de poser les bases. Et les bases, justement, on y vient avec l'hypertrophie, donc la prise de muscle. Celle-ci, on va la réaliser avec des charges modérées à modérément lourdes, entre 60 et 85% de la 1RM.
et avec un nombre de répétitions moyen entre 6 et 12. C'est grosso modo la plage hypertrophique classique, pas plus compliqué que ça, et des séries multiples entre 3 et 5 par exo, et plusieurs exos par groupe musculaire. Le repos moyen sera de 1 à 2 minutes entre les séries, avec un tempo concentrique contrôlé de 1 à 2 secondes, et un excentrique qui sera plus lent, de 2 à 3 secondes. On vous avait parlé du tempo précédemment. Donc le volume total sera relativement élevé, avec 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine, et une fréquence à peu près similaire à celle de précédemment, donc 2 à 3 fois par semaine par groupe musculaire. Au niveau des stratégies avancées, donc des variations qu'on peut mettre en place pour le travail d'hypertrophie avec le concentrique, on a premièrement les séries dégressives. Donc après, par exemple, l'échec avec un poids, vous allez réduire immédiatement la charge et recontinuer. Donc si par exemple vous faites, je ne sais pas, un écarté couché aux haltères, avec des haltères de 20, et bien quand vous êtes à 6, 8 répétitions que vous arrivez à l'échec, on repose les haltères de 20, on passe aux haltères de 18, on recommence, etc. Ensuite, on peut aussi réaliser des répétitions partielles. Donc après un échec en amplitude complète, on va continuer en demi-amplitude sur la portion facile pour continuer de travailler au niveau des muscles. Et troisième chose, ça va être le temps sous tension. On va ralentir volontairement le concentrique. On va augmenter le tempo sur la portion concentrique pour augmenter le stress métabolique, encore une fois, puisque c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, on a aussi le travail de puissance et d'explosivité, celui dont on parlait précédemment et dans lequel le concentrique est quand même très utile, puisque c'est le seul où on peut le pratiquer. Au niveau des paramètres, encore une fois, donc les charges vont être légères à modérées pour le coup, 30 à 60% de la ARM, mais avec une intention de vitesse max. On va exploser sur chaque répétition. Et il faut que cette intention soit présente de la première à la dernière répétition, de la première à la dernière série. Les répétitions, par contre, elles sont faibles en moyenne, puisqu'on peut, comme on l'a dit précédemment, un sprinter ne va pas pouvoir engager de la même manière du début à la fin. Donc ce seront des séries de 3 à 6 reps. Et encore une fois, on cherche une qualité plus qu'une quantité. Dès que la vitesse diminue, on arrête la série, on repose 3 à 5 minutes et on reprend. Mais ça va nous permettre de travailler sur des exercices ou des mouvements complexes, donc souvent des exercices ou des mouvements balistiques, comme des squat jumps, des box jumps, des lancers de medicine ball, de l'arraché, de l'épaulé, etc. Mais encore une fois, la vitesse d'exécution est plus importante que la charge. Si le mouvement ralentit, c'est fini. On va plus pouvoir développer de puissance. Et ensuite, dernier point, ça va être la rééduque. Phase 1, donc le post-isométrique, le retour en mouvement. On va commencer par du concentrique léger avec une amplitude réduite. L'objectif, c'est de réapprendre le mouvement, donc le pattern sans douleur. Les charges seront très légères, les amplitudes seront réduites comme on l'a dit, mais par contre le nombre de répétitions pourra être plus élevé. On va chercher un travail d'endurance, on va chercher à réimprimer le pattern moteur, donc la manière correcte de réaliser le mouvement sans compensation au niveau du cerveau. Donc la lenteur, le contrôle, c'est ce qui nous intéresse. On va avoir un focus sur la qualité et donc pas un focus sur la quantité, même si on va chercher des séries longues. Et encore une fois, pas de douleur. Maximum 3 sur 10 sur l'échelle de Richter, de la douleur. Ok ? Oui, c'est une nouvelle échelle, on vient de l'inventer. Donc tout ça, c'est ce qui est valable après une chire de genou. On va commencer par des extensions de genoux assis avec une résistance à l'élastique légère et une amplitude de 45 à 90 degrés par exemple, à adapter forcément aux patients. Ça, c'est pour le début, post-isométrique, phase 1. Ensuite, phase 2, on va faire un renforcement progressif. Donc on va augmenter graduellement la charge et l'amplitude complète. Ce qu'on avait précédemment, on va venir petit à petit augmenter, chercher des degrés supplémentaires, chercher des pourcentages supplémentaires, donc, mais toujours avec des charges modérées de l'ordre de 50-60% de la capacité, mais avec une amplitude plus importante, l'amplitude complète par rapport au côté contralatéral, à l'autre côté. Et des répétitions moyennes cette fois-ci. On va passer sur un petit peu plus court, mais on va rejoindre grosso modo l'ordre de l'hypertrophie. On va aller sur du 8 à 15 reps, donc hypertrophie endurance, et plusieurs fois par semaine. Et ensuite, dernière phase, ça va être le retour au sport, donc un travail plus spécifique aux demandes de l'activité, mais pour le coup, on va augmenter les charges. À ce stade, ça va être des charges modérées à lourdes en fonction du geste, en fonction du sport, toujours à adapter, des mouvements fonctionnels, des mouvements qui sont spécifiques. On est clairement sur du retour au sport, donc la personne doit pouvoir être sur le terrain. Un footballeur, par exemple, qui se remet d'une entorse de cheville, progressivement, on va aller sur des fentes, des sauts unipodo, des changements de direction. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'endurance musculaire avec notre petit concentrique ? Des charges légères, forcément, donc 30-50% de la 1RM, mais un nombre de répétitions relativement élevé, entre 15 et 30 répétitions, et des repos courts de 30 à 60 secondes. Donc le tempo sera rapide, mais encore une fois, le mouvement sera contrôlé. Et on va avoir un focus sur la résistance à la fatigue, donc grosso modo sur une grosse endurance.
Ça concerne tout ce qui est circuit training, crossfit et la prépa pour les sports d'endurance. Après, le concentrique, il est aussi intéressant dans la prévention, puisque s'il nous est utile dans le sport, s'il nous est utile en rééduc, c'est forcément qu'en prévention et en conditionnement général, il peut avoir un petit rôle à jouer. Donc pour quelqu'un qui veut juste être en forme, qui veut être fonctionnel et qui veut prévenir ses blessures, à ce moment-là, on va chercher des charges modérées de 60 à 75% de la capacité, et des répétitions moyennes de 8 à 12. 2-3 séries par exercice, et par contre, on va chercher à varier les exercices pour couvrir le plus grand pattern de mouvement, à savoir du squat, avec les jambes, du hinge, donc la charnière de hanche, le soulevé de terre, du push, du pull et du carry. Donc le push, c'est le fait de pousser, donc du développé couché. Le pull, c'est l'action de tirer, donc tout ce qui est traction, rameur par exemple. Et le carrying, c'est le porter, donc le farmer walk, etc. Et ça va être à réaliser 2 à 3 fois par semaine, donc de manière lente, mais constante. On ne va pas chercher de la performance à proprement parler sur les différents exercices qu'on va mettre en place, mais on va chercher un entretien et surtout une prévention des blessures. Mais avec tout ça, il y a encore des petites techniques avancées pour le travail du concentrique. Et il y a ce moment où on peut travailler uniquement le concentrique. Donc certains exercices peuvent par exemple être faits en concentrique pur, où on va éliminer complètement la phase excentrique. Donc par exemple, ça va être des squats où on descend la barre sur des supports à chaque répétition et on recommence depuis le bas. Donc ça va nous permettre d'isoler un travail concentrique et ça peut être utile justement pour cibler notre fameux point de blocage. Ensuite, on a notre concentrique assisté. On va utiliser une assistance, donc des élastiques ou un petit pot pour passer un point de blocage et continuer à travailler le reste de l'amplitude en concentrique. Ce qui va être utile en rééduc ou pour dépasser des plateaux dans certains sports. On a aussi le travail en contraste de charge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire qu'on va alterner des séries lourdes et des séries légères explosives. Par exemple, vous allez faire du squat lourd pendant 5 reps, puis immédiatement passer sur un squat jump, donc un squat sauté léger en 5 répétitions. Ce qui va vous permettre de développer à la fois force et puissance et de développer la transition. Et comme on l'a dit, le concentrique, il existe pratiquement jamais seul dans un mouvement. C'est pour ça qu'on le rappelle que nos 3 types de mouvements, donc l'isométrique, l'excentrique et le concentrique, sont complémentaires. Dans un mouvement fonctionnel, on a le côté excentrique qui va venir absorber l'énergie, préparer le concentrique. Et ensuite, on a la phase isométrique qui va nous permettre de stabiliser, de transférer les forces. Et la dernière phase, le concentrique, qui va lui produire le mouvement, nous permettre de nous propulser ou de soulever la charge. Mais ces 3 phases, encore une fois, elles travaillent en synergie parce que l'excentrique stocke de l'énergie, le concentrique peut utiliser derrière cette énergie. Et l'isométrique va nous permettre de maintenir une base stable depuis laquelle le concentrique peut opérer juste efficacement. Donc un programme complet va devoir inclure du concentrique pur pour la puissance et la fonction, du travail isométrique pour la stabilité, on le répète, et encore du travail excentrique qu'on va voir la semaine prochaine pour la force max et la prévention des blessures. Donc ce qui est important, c'est de ne négliger aucun type. Ils vont juste se renforcer mutuellement les uns avec les autres. Voilà, donc le concentrique, c'est le cœur battant de l'entraînement en force. C'est la contraction qui va nous permettre de produire le mouvement, qui va nous permettre de nous propulser, qui va nous permettre de soulever, de pousser, de tirer, bref, vous avez compris, de bouger grosso modo. Les avantages, ils sont nombreux. Ça nous permet un développement de puissance, un développement en explosivité, de construction musculaire efficace, de force fonctionnelle, de facilité d'apprentissage et surtout, on a un feedback immédiat et c'est surtout le type de travail qui nous permet de voir le plus simplement, entre guillemets, les résultats dans le sport. Ok, c'est intuitif, c'est mesurable et c'est juste satisfaisant quand on voit les progressions. Mais pourtant, encore une fois, il y a des limites, puisqu'on peut générer moins de force que dans un travail excentrique, on a des risques de compensation, et surtout à haute intensité, on a une fatigue nerveuse qui va venir se mettre en place. Mais encore une fois, utilisé intelligemment, le concentrique va former la base de pratiquement tous les programmes d'entraînement. Okay, que vous soyez un athlète qui cherche l'explosivité, ou un bodybuilder qui va chercher à construire du muscle, un senior qui veut maintenir sa fonction, peu importe, okay, le concentrique, il a une place centrale, encore une fois, dans l'entraînement. Voilà pour le petit récap, pour la petite conclusion sur notre travail concentrique, je commence à m'y perdre. Mais justement, en parlant d'excentrique, dans le prochain et dernier épisode de cette série, c'est ce qu'on va explorer, ce fameux travail excentrique. Cette contraction étrange et fascinante où le muscle va produire de la force, mais en s'allongeant. Okay, c'est un type de contraction qui est encore une fois plus fort, plus exigeant, et c'est surtout celui qui va créer le plus de courbatures parce que c'est celui qui va créer plus de lésions entre guillemets au niveau musculaire. Donc il a des propriétés uniques pour la force et pour la prévention des blessures qui sont très importantes. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le petit podcast numéro 22 sur le travail excentrique. D'ici là, amusez-vous bien, profitez et puis on se retrouve dans quelques jours. À plus.